Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je suis bien placé pour prendre l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que quand tu t'engages dans un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à suivre. Il y a la procédure pour prendre la sortie de droite, la procédure pour prendre la sortie en face, la procédure pour prendre la sortie à gauche et la procédure pour faire demi-tour. Alors ici, si on regarde la carte, on voit que pour prendre l'autoroute, on devra prendre la sortie de gauche. Alors, quelle est la procédure pour prendre la sortie de gauche lorsque on rentre dans un carrefour à sens giratoire? Alors, tout d'abord, on va se mettre sur la voie de gauche avant d'entreprendre ce carrefour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir laisser le passage aux véhicules qui viennent de gauche, car c'est un carrefour à sens giratoire. Lorsqu'on est dans le carrefour, on prend la voie toujours de gauche dans le carrefour à sens giratoire. Et lorsqu'on arrive à cet endroit, on va devoir tout d'abord faire un contrôle du rétro droit puis de l'angle mort droit. Ensuite, on va mettre nos clignotants à droite pour se décaler sur la voie de droite. Et arrivé à la sortie, on fait tout d'abord un contrôle gauche, angle mort gauche, puis contrôle droit, angle mort droit, au cas où s'il y a un vélo. On met le clignotant à droite et on s'insère dans la sortie. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je suis bien placé pour prendre l'autoroute? Bah oui, je suis bien placé, parce que je suis sur la voie de gauche, et la sortie pour prendre l'autoroute est celle de gauche. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 2. Dans cette situation, réponse A, je dépasse le véhicule. Réponse B, je klaxonne. Réponse C, je laisse un intervalle de 1 mètre. Réponse D, je m'arrête. Alors ici, à notre droite, on a donc un véhicule de la Poste qui s'est arrêté à cheval sur le trottoir et la route. Il n'y a personne devant le feu rouge et personne qui arrive en sens inverse. Donc ici, il n'y a aucune raison de s'arrêter et il n'y a également aucune raison de klaxonner car on est en agglomération et il n'y a aucun danger imminent. Donc ce que je fais, c'est que je dépasse le véhicule en laissant bien sûr un intervalle de 1 mètre entre moi et le véhicule, car on est en agglomération. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 3. Je roule à 128 km/h sur autoroute. Réponse A, je me rabats immédiatement. Réponse B, je reste sur ma voie pour dépasser le camion devant moi.
Alors ici, encore une fois, pour répondre à cette question, il faut bien connaître son code de la route. Un camion sur autoroute a une vitesse maximale réglementaire de 90 km/h. Il ne peut pas dépasser cette vitesse. C'est interdit pour un poids lourd. Par contre, nous, on a un véhicule léger, on est sur autoroute, la vitesse maximale réglementaire est de 130 km/h. Actuellement, je roule à 128 km/h. Donc, en fait, je vais être obligé, de manière matérielle, de manière physique, de dépasser le camion qu'il y a devant moi. Parce que entre moi et le camion, il y a 40 km/h de différence. Donc ici, c'est évident, je reste sur ma voie pour dépasser le camion devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 4. Je peux passer, réponse A, après le passage du tramway, réponse B, quand le feu passe au vert. Alors, en général, quand il y a une traversée de tramway qui est régie par des feux de signalisation, c'est qu'il y a une raison. Lorsque le tramway passe d'un côté, il y a de fortes chances qu'un autre tramway, en sens inverse, passe aussi. D'où l'intérêt des feux de signalisation. Donc, après le passage d'un tramway, on regarde toujours la signalisation et on passera quand le feu passera au vert. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. À 70 km/h, la distance d'arrêt est de réponse A, 49 mètres, réponse B, 80 mètres. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours pur et dur. Donc n'oubliez pas, il y a 4 distances à connaître, à savoir calculer distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance parcourue durant le temps de réaction. Ça, c'est vraiment les 4 distances que vous devez savoir calculer. Donc vous trouverez ça dans l'information en détail. Ici on parle donc de la distance d'arrêt. Donc déjà c'est quoi la distance d'arrêt? C'est quoi? C'est la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Donc c'est temps de réaction plus distance de freinage. Alors comment on la calcule? On la calcule très simplement. En fait, c'est en multipliant le chiffre des dizaines par lui-même. Par exemple, ici, on roule à 70 km/h. Donc, le chiffre des dizaines, c'est 7. Donc, on multiplie 7 par lui-même. Donc, 7. Donc, ici, 7 fois 7, 49. Donc, la distance d'arrêt à 70 km/h est de 49 mètres. La bonne réponse est la réponse A.
Question numéro 6. Je tourne à gauche. Je cède la priorité. Réponse A, au piéton. Réponse B, à gauche. Réponse C, à droite. Alors, tout d'abord, vous voyez bien qu'il y a un piéton qui s'engage sur le passage piéton. Donc, je devrais tout d'abord céder la priorité au piéton. Ensuite, ici, on est dans une intersection en T, qui est gérée ni par une signalisation verticale, ni par une signalisation horizontale. Donc, ici, la règle de priorité qui s'applique, c'est la priorité à droite. Je dois donc céder la priorité au véhicule venant de droite avant de pouvoir tourner à gauche. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 7. Je reste sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu remarqueras que la voie qu'il y a devant toi, juste après l'intersection, c'est une voie qui est réservée. D'ailleurs, tu peux voir la délimitation entre la voie de gauche et la voie de droite est matérialisée par une ligne blanche épaisse discontinue. Hein, donc, c'est une voie de bus. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler à gauche pour prendre la voie réservée aux véhicules motorisés standards. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Je suis responsable si un cycliste percute ma portière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsque vous êtes à l'arrêt ou en stationnement et que vous ouvrez votre portière, ou qu'un usager dans votre véhicule ouvre sa portière, vous êtes tenu d'assurer la sécurité des autres usagers de la route avant de l'ouvrir. Si vous l'ouvrez et que vous causez un accident, que ce soit un accident avec dommages matériels ou corporels, vous serez tenu responsable dans la majorité des cas. Donc ici, est-ce que je suis responsable si un cycliste percute ma portière? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je suis dans un carrefour où le croisement s'effectue. Réponse A, à l'indonésienne. Réponse B, par contournement. Je suis prioritaire pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il y a deux types de croisements possibles dans une intersection. Vous avez les croisements à l'indonésienne et les croisements par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque l'on se croise par l'avant. Les véhicules se font face. Le croisement par contournement, c'est lorsque
le croisement s'effectue en contournant la voiture qui vient de face. Donc ici, je suis dans un carrefour à l'indonésienne, comme le montre le marquage au sol. Pour la deuxième question, est-ce que je suis prioritaire pour tourner à gauche? Eh bien, non. On est dans une intersection. Si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse viennent à ma droite. Je dois donc laisser la priorité à droite. Alors, pour cette question, vraiment, si tu as eu foi à cette question, et notamment sur la notion de croisement à l'indonésienne et le croisement par contournement, c'est que clairement, il te manque des notions de base sans lesquelles tu ne pourras pas avoir ton code de la route. Donc, si tu as eu faux, je t'incite vivement à te former via notre plateforme pédagogique en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 10. Le refus de priorité piéton constitue une infraction? Oui, réponse A. Non, réponse B. Est sanctionné d'une perte de 6 points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, refuser la priorité à un piéton constitue donc une infraction. Elle est sanctionnée d'une contravention de classe 4, c'est-à-dire une perte de 6 points et une amende de 135 €. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 11. Avant de quitter mon véhicule, je place le levier en réponse A, P, réponse B, R, réponse C, N, réponse D, D. Alors, pour répondre à cette question, déjà, je vais vous expliquer de quoi est constituée donc la boîte de vitesse et que signifient les lettres de la boîte de vitesse. Alors, tout d'abord, on a la lettre S qui veut dire séquentiel, le D qui veut dire conduire. Ensuite, on a le N qui veut dire point mort. Ensuite, on a le R qui veut dire marche arrière. Et enfin, le P pour stationnement. Donc, ici, avant de quitter mon véhicule, je place le levier en P. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Dans cette situation, je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux, réponse C, tourner à gauche. Réponse D, tourner à droite. Alors, sur cette intersection, comme vous le voyez à votre droite, il y a un panneau d'obligation avec une flèche à gauche, une flèche à droite. C'est tout simplement la fusion de ces deux panneaux. Donc, ce panneau veut dire que vous êtes obligé soit de tourner à droite, soit de tourner à gauche. Ça sous-entend qu'il est interdit d'aller tout droit. D'ailleurs, si vous regardez bien l'intersection, juste en face de vous, la rue est en sens interdit dans votre sens de circulation. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B, C et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 13. Je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police. J'ai donc commis, réponse A,
un délit de fuite? Réponse B, un refus d'obtempérer. Alors faites très attention à cette question parce qu'elle est très fréquente dans les examens du code de la route. Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident et que vous ne vous arrêtez pas pour réaliser un constat, par exemple, ou pour aider une victime. Un refus d'obtempérer, c'est différent. Un refus d'obtempérer, c'est lorsque vous refusez d'obéir à un ordre légal d'un agent de police. Donc ici, si je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police, j'ai commis un refus d'obtempérer. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. Lors de mon installation, je dois régler dans l'ordre. Réponse A, le siège, le rétroviseur, puis la ceinture. Réponse B, le rétroviseur, le siège, puis la ceinture. Alors, lors de ton installation, tu devras tout d'abord régler ton siège, ensuite tes rétroviseurs, intérieur-extérieur, et enfin ta ceinture. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Je suis en conduite probatoire. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 110 km/h, réponse B, 130 km/h. Alors ici on est sur autoroute, donc comme le panneau le montre, la vitesse est maximale autorisée de 130 km/h et de 110 en temps de précipitation. Ou de mauvais temps plutôt. Seulement, comme vous le savez, regardez ici, je vous mets donc le document des vitesses maximales autorisées selon les types de routes. Donc lorsqu'on est en probatoire sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. Les deux passagers sont correctement installés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, bien sûr qu'ils sont très mal installés. Un passager l'un sur l'autre, c'est totalement interdit. C'est un siège par personne, une ceinture par personne. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 17. Sur cette route, je peux circuler à réponse A, 50 km/h. Réponse B, 70 km/h. Réponse C, 80 km/h. Alors, je pense que vous le savez déjà, lorsque on a un panneau d'entrée d'agglomération, ce panneau inclut deux autres panneaux que vous ne voyez pas. D'accord ? Mais c'est inclus dedans. Donc, un panneau d'entrée d'agglomération signifie également que
le klaxon est interdit sauf danger imminent et que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Alors, le petit souci qu'on a, c'est que juste après ce panneau, on a un panneau de limitation de vitesse à 70 km/h. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Étant donné qu'on rentre dans l'agglomération, donc la règle générale, c'est que la vitesse est limitée à 50 km/h. Cependant, il peut y avoir des exceptions à l'intérieur de l'agglomération, si c'est indiqué, soit par une signalisation verticale comme ici, ou soit aussi par une signalisation horizontale. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que après le panneau de limitation de vitesse, je pourrais rouler à 70 km/h ou même à 50 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 18. Ce pneu est équipé d'un écrou anti-vol. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez bien. Ici, cette roue, elle a 5 écrous. Et il y en a un qui est différent des autres. C'est ce qu'on appelle un écrou anti-vol. Cet écrou anti-vol, il est fait pour pas qu'on puisse vous voler votre roue. Bon, attention à certains modèles de voitures où les roues coûtent excessivement cher, parfois plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est pour ça que certaines personnes vont mettre des écrous anti-vol. Parce qu'en fait, pour pouvoir desserrer cet écrou, il va vous falloir un adaptateur, c'est-à-dire une douille spéciale, comme je vous le montre ici. Alors, c'est très important parce que faites attention quand vous achetez une voiture, surtout une voiture d'occasion, d'accord, à bien demander à l'ancien propriétaire de vous donner l'adaptateur anti-vol ou la douille anti-vol, parce que sinon, ça va être très compliqué de changer votre roue. En général, en fait, il va falloir en racheter une autre. Donc ici, est-ce que ce pneu est équipé d'un écrou anti-vol ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. La prise de cannabis augmente la prise de risque ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente le temps de réaction ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, la prise de cannabis, comme la prise de beaucoup de drogues, augmente. Donc tout d'abord, effectivement, la prise de risque et également le temps de réaction. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 20. Le feu est vert depuis un long moment. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors, dans le cas où le feu est vert depuis longtemps, ce qu'il faut faire, tout d'abord, c'est de ralentir. Et surtout, dans un deuxième temps, c'est de regarder sur les rétroviseurs intérieurs et extérieurs la distance qui te sépare avec les automobilistes derrière toi. Pourquoi ? Parce que en cas de freinage, on va dire inopiné ou brutal, il faut que tu saches s'il y a des voitures derrière toi et à peu près à quelle distance ils se situent. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu,
Alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 21. Je vais tout droit à cette intersection. Réponse A. J'ai la priorité sur le véhicule bleu à ma droite. Réponse B. Je dois céder la priorité au véhicule bleu. Alors ici on est sur une intersection qui n'est pas gérée par une signalisation. Donc la règle qui prime, c'est la priorité à droite. Ce véhicule se trouve à ma droite, il a donc la priorité. Je dois céder la priorité au véhicule bleu. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. La circulation des voitures est une source de pollution. Réponse A, sonore. Réponse B, atmosphérique. Réponse C, marine. Bon, là, c'est vraiment une question très très simple, mais bon, il y a des questions très très simples dans le test officiel du code de la route. Parfois, c'est assez surprenant. Donc, effectivement, ici, la circulation des voitures est une source de pollution sonore, réponse A, et atmosphérique, réponse B. Question numéro 23. Je peux charger mon véhicule électrique. Partant de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Partant de neige. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les prises qui ont été conçues par les constructeurs passent par un cahier des charges assez strict. Donc, les systèmes d'alimentation, notamment les prises, sont dotés de systèmes de protection. Donc, effectivement, il n'y aura aucun risque d'électrocution, par exemple. Donc, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 24. La détention d'un gilet haute visibilité est obligatoire à bord du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, la détention du gilet haute visibilité est obligatoire à bord du véhicule. Dans le cas contraire, c'est une contravention de première classe et 11 € d'amende sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Je roule à 80 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 48 mètres. Réponse B, 64 mètres. Réponse C, 96 mètres. Réponse D, 24 mètres. Alors ici, vous avez vraiment, en général, du mal avec ces questions-là. Donc on va voir ça avec précision pour plus que vous refassiez les mêmes erreurs. Il faut que tu saches une chose. Il y a deux distances d'arrêt à connaître, c'est-à-dire à savoir calculer. Il y a la distance d'arrêt sur sol sec
et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Et nous, quand tu regardes bien notre cas ici sur la photo, on est sur sol mouillé. Alors, je vais vous montrer comment faire pour calculer ces distances. Au début, ça commence de la même manière. Donc à gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, déjà, la distance d'arrêt sur sol sec. Comment on fait ? On prend notre vitesse, ici 80 km/h. On prend le chiffre des dizaines, ici de 8, et on le multiplie par lui-même. Ce qui nous donne 64 mètres. Alors ça, c'est la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rajouter la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. C'est-à-dire, ici on a 64 mètres qui est la distance d'arrêt sur sol sec. La moitié de 64, c'est 32. Donc, on rajoute 32 à 64. Donc 64 plus 32, ça fait 96 mètres. La distance d'arrêt ici est de 96 mètres parce qu'on est sur sol mouillé. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 26. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h. Réponse B, 110 km/h. Réponse C, 130 km/h. Alors, ici, comme tu le vois, on a un brouillard avec une visibilité inférieure à 50 mètres. Donc, la règle, c'est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, comme le montre ce document que tu pourras retrouver dans l'information. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 27. Je roule à 50 km/h. Ma vitesse est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on va voir 3 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on roule de nuit, donc avec une visibilité plus faible qu'en journée. La deuxième, regarde bien, c'est qu'on est en pente, donc ce qui augmente notre manque de visibilité. La troisième, c'est la signalisation verticale, le panneau qui se trouve à droite et qui nous indique
qu'il va falloir céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Donc, pour ces 3 raisons, ma vitesse n'est pas adaptée. Ici, je dois ralentir. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Le port de la ceinture de sécurité permet de réduire les risques d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire le risque d'éjection de l'habitacle en cas d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le fait de porter une ceinture de sécurité ne va jamais réduire le risque d'accident. C'est pas parce que vous portez une ceinture que vous allez moins avoir d'accident. Par contre, le fait de porter une ceinture va réduire le risque d'éjection de l'habitacle en cas d'accident. Va même aussi réduire la gravité des blessures en cas d'accident. Mais jamais le port de la ceinture ne va réduire les risques d'accident. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 29. Le bus tourne sur ma rue. Il risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à un poids lourd. De par leur grande dimension, ils ont un rayon de braquage bien plus grand que celui d'une voiture. Donc, effectivement, ils risquent d'empiéter sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. L'ESP permet de maintenir sa trajectoire en cas d'évitement d'un obstacle. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'éviter les accidents. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'ESP est une aide à la conduite. C'est l'acronyme de Electric Stability Program. Sa fonction, en fait, est d'assurer le maintien de la trajectoire de la voiture en cas d'obstacle. En aucun cas, il vous permettra d'éviter les accidents. Alors, j'ai mis une petite vidéo avec l'évitement d'un obstacle avec ESP et sans ESP. Donc, en dessous, l'ESP est activé. Au-dessus, l'ESP n'est pas activé. On peut voir que en dessous, la voiture est beaucoup plus stable. Alors, je vous conseille vivement de connaître toutes les aides à la conduite parce que à chaque examen officiel, il y a au moins une question sur les aides à la conduite. Voilà. Donc ici, les bonnes réponses sont donc les réponses A et D. Question numéro 31. Ce panneau indique une pente de 12% à caractère dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, ça fait partie des panneaux de danger à connaître. Ici, ce panneau indique une pente de 12% à caractère dangereux. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. L'organe du corps qui élimine majoritairement l'alcool est réponse A, le rein, réponse B, le foie.
Cet organe élimine entre, réponse C, 0,1 à 0,15 grammes par litre de sang par heure. Réponse D, 0,25 à 1,5 grammes par litre de sang par heure. Alors, l'organe qui élimine majoritairement l'alcool est le foie. Il élimine 95% de l'alcool ingurgité. Il faut aussi savoir que tous les autres organes, en fait, permettent d'éliminer l'alcool. Que ce soit les poumons, la peau, tous les organes permettent d'éliminer l'alcool, mais seulement à 5%. Donc, l'organe qui élimine l'alcool majoritairement, c'est le foie. Cet organe élimine entre 0,1 à 0,15 grammes par litre de sang par heure. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout ne te dis pas « Ah ben c'est pas grave ». Les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je peux utiliser A. Mes feux de route, B. Mes feux de croisement. Alors, ici, on roule de nuit dans une chaussée éclairée, hors agglomération. Donc, j'utilise mes feux de croisement. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. La bonne réponse est la réponse B. Encore une fois, ce type de question, c'est vraiment du cours. Donc, si vous vous êtes trompé, il faut absolument que vous révisiez votre cours. On a mis en place une formation pour vous. Donc, formez-vous. Formez-vous parce que ce type de question revient très souvent dans les nouveaux examens du code de la route. Surtout qu'on a mis en place donc une plateforme pédagogique, donc une formation qui vous permet de vous aider à passer le code. Il y en a pour tous les budgets. Ça commence à 9,90 €. Donc, regardez ce que va vous coûter le fait de rater le code. Il me semble que c'est 30 € à chaque fois que vous passez l'examen. Et le fait d'être formé.
Je veux dire, il n'y a pas photo. En plus, vous allez avoir toutes les fiches pédagogiques, toutes les vidéos, tous les examens blancs issus de la nouvelle réforme. Donc n'hésitez pas à aller dans la formation en lien dans la description si vous voulez être tranquille et passer le code tranquillement. Question numéro 34. Ce marquage au sol autorise le déplacement des deux roues motrices. Oui, réponse A, non, réponse B. Le dépassement des véhicules lents. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce marquage au sol, c'est-à-dire des lignes pointillées très rapprochées, c'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Cette ligne de dissuasion interdit le déplacement. Donc le dépassement est totalement interdit avec une ligne de dissuasion. À ne pas confondre avec des lignes de séparation de voies, comme vous le voyez ici. Alors, cette ligne de dissuasion autorise le déplacement des véhicules lents exclusivement. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 35. Pour protéger la victime, il faut, réponse A, poser un triangle de présignalisation. Réponse B, déplacer la victime sur le trottoir. Alors, n'oubliez pas, hein, lorsque vous êtes témoin ou protagoniste d'un accident, hein, il y a une procédure à suivre qu'on appelle le PA et qui nous dit comment intervenir. Alors ici, on est dans la protection d'une victime. Donc, comment protéger une victime? C'est très simple. Mettre un triangle de présignalisation 30 mètres avant la victime. Et s'il y a un véhicule, mettre le véhicule en feu de détresse pour prévenir les autres usagers. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 36. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on peut voir que je roule quasiment à 50 km/h. On a un passage piéton avec un piéton qui traverse. On est vraiment très très proche du passage piéton. Donc ici, notre allure n'est vraiment pas adaptée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Je roule en agglomération. Le passage à niveau se trouve A. Réponse A, 150 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 15 mètres. Réponse D, 100 mètres.
Alors, encore une fois, par expérience, hein, je suis quand même enseignant de la sécurité routière. Par expérience, je sais que beaucoup d'entre vous se sont trompés à cette question. Alors, vous voyez ici, on est en agglomération. Et on a une borne qui nous avertit d'un passage à niveau. Alors, lorsqu'on est en agglomération, cette borne avec 3 bandes rouges nous informe que le passage à niveau est à 50 mètres. À ne pas confondre avec cette borne lorsqu'elle est placée hors agglomération qui indique un passage à niveau à 150 mètres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Dans cette zone, les cyclistes peuvent circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez le panneau, et notamment la partie haute. C'est un panneau d'aire piétonne. Donc, c'est une zone où les piétons sont prioritaires et où les cyclistes peuvent circuler s'ils circulent au pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 €
par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que vous sachiez une chose. C'est que en France, on roule à droite. Donc, ici, on est très mal placé. On n'a pas le droit de rouler au milieu. À part si vous dépassez une voiture qui est dans la voie de droite. Donc, ici, on est très mal placé. On doit se rabattre. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. La conductrice a posé un triangle de présignalisation après une immobilisation de son véhicule. Elle a respecté la procédure réglementaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a un usager qui a une voiture immobilisée. Alors ça peut être pour une panne ou un accident, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la voiture est immobilisée. Est-ce qu'elle a respecté la procédure réglementaire? Alors, ici on voit qu'elle a posé son triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Ce qui est une bonne chose. Cependant, c'est pas assez. Il y a deux choses qu'elle a oublié de faire. La première chose, c'est de mettre ses feux de détresse. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire lorsque ta voiture est immobilisée sur la route. Alors, tu vas me dire, oui, mais vu qu'on ne sait pas si elle est en panne ou qu'elle a eu un accident, peut-être que sa batterie ne fonctionne plus et qu'elle peut pas mettre ses feux de détresse. Là, je te donne un point. T'as raison, c'est possible qu'elle puisse pas allumer ses feux de détresse. D'accord, je suis d'accord. Mais par contre, il y a un autre truc qu'elle a oublié de faire, qui est indépendant du véhicule ou de l'état du véhicule. Alors c'est quoi qu'elle a oublié de faire? Elle a oublié de porter son gilet haute visibilité, qui est obligatoire en cas d'immobilisation du véhicule lorsqu'on sort. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est 1. Mettre les feux de détresse, quand on le peut. 2. Mettre son gilet haute visibilité. 3. Aller chercher son triangle et le poser 30 mètres en amont du véhicule. Donc ici, elle n'a pas respecté la procédure réglementaire. La bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.